Stéphanie Rist, rapporteure générale de la Commission des affaires sociales. Madame la Présidente, Monsieur, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Après une lecture dans chacune des deux assemblées, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui comptait 49 articles initialement, comprend désormais 31 articles conformes et 115 articles restent en discussion. 5 articles retenus par le gouvernement à l'Assemblée nationale ont été supprimés et 52 ont été ajoutés par le Sénat. Au-delà des statistiques, il s'avère que si nous pouvons nous féliciter du fait que les deux assemblées se sont rejointes sur de nombreux sujets, les points de divergence entre les deux textes adoptés sont cette année encore assez nombreux. Parmi les éléments de convergence, et comme je l'avais fait l'année dernière, je voudrais d'abord saluer la responsabilité du Sénat dans le rétablissement d'un certain nombre d'articles, de la première partie notamment, indispensables au respect de la loi organique. D'autres points du texte témoignent du fait que l'Assemblée et le Sénat trouvent régulièrement des terrains d'entente, y compris sur les textes budgétaires. J'en évoquerai brièvement quelques-uns. S'agissant des recettes et de l'équilibre général, le Sénat a complété l'article adopté à l'initiative de nos collègues Jean-René Cazeneuve et Marc Ferracci afin d'encadrer le gel des bandeaux famille et maladie qui rapportera dès 2024 600 millions d'euros à la sécurité sociale. S'agissant de la santé et de la prévention, je me réjouis de l'adoption conforme des articles 18 et 19 qui portent respectivement sur la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans et le remboursement, sous certaines conditions, des protections menstruelles réutilisables pour les femmes de moins de 26 ans et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Mais aussi de l'article qui me tient à cœur concernant le dépistage systématique du cytomégalovirus chez la femme enceinte, ou encore de l'article 24 sur la régulation de la permanence des soins dentaires. S'agissant de l'autonomie, je note des modifications apportées concernant l'article 37 et la transformation de l'option vers la fusion des sections en une expérimentation. Je retiens par ailleurs l'insertion de l'article prévoyant le versement par la CNSA d'un complément financier de 150 millions d'euros au département au titre des concours d'APA. Par ailleurs, en ce jour du Day, où Pauline, membre du conseil municipal des enfants et des jeunes de Saint-Cyr-en-Val, m'accompagne et que je tiens à saluer car ici présente dans notre assemblée, je tiens à réaffirmer notre engagement dans ce PLFSS en faveur de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Aussi, je me réjouis de la création d'un service de repérage et d'intervention précoce pour les enfants de moins de 6 ans présentant des troubles du développement, ou encore de la prise en charge à 100% des fauteuils roulants, qu'ils soient manuels ou électriques. Ces mesures témoignent de l'engagement de notre majorité en faveur de la prévention. S'agissant de la branche vieillesse, je me réjouis que le Sénat ait complété le texte dans le prolongement des travaux des députés pour tirer certaines conséquences de la réforme des retraites d'avril dernier, notamment en ce qui concerne la surcote parentale et la prise en compte des trimestres validés en tant que parent au foyer ou proche aidant dans le calcul des minima de pension. Ces points d'accord réels et importants ne suffisent cependant pas à masquer des points de divergence sur des sujets pourtant essentiels. Points de divergence sur lesquels notre commission est revenue hier. S'agissant des recettes et de l'équilibre général, les sénateurs ont supprimé l'article 6 prévoyant notamment la mise en place d'un précompte des cotisations dues par les utilisateurs de plateformes numériques. Cette mesure de simplification devrait pourtant nous permettre de sécuriser le recouvrement de ces cotisations, faisant l'objet d'importantes sous-déclarations à l'origine de 175 millions d'euros de cotisations éludées par la sécurité sociale par an. Il s'agit aussi d'une mesure de progrès pour les micro-entrepreneurs qui utilisent ces plateformes, car la sous-déclaration des cotisations minore l'accès à certains droits sociaux, en particulier en matière de retraite. À l'article 9, les sénateurs ont supprimé l'accroche légale permettant à l'Agirc-Arrco, dans un cadre conventionnel, de tirer les conséquences financières de la fermeture des régimes spéciaux, sans permettre de récupérer le rendement de la réforme des retraites. À l'article 10, le Sénat a adopté un transfert de taxes sur les salaires de la branche maladie vers la branche famille pour un montant de 2 milliards d'euros, correspondant notamment au transfert de la branche famille du financement des indemnités journalières versées pendant le congé maternité, voté en LFSS pour 2023. C'est la raison pour laquelle la Commission a proposé le rétablissement de la version adoptée à l'Assemblée nationale, tout en affectant les économies liées au gel du bandeau famille à la branche vieillesse à hauteur de 100 millions d'euros pour l'année 2024. Les sénateurs ont
par ailleurs supprimer la possibilité pour l'État de récupérer une partie des sommes versées en compensation des allègements généraux à l'Unédic. La version adoptée par le Sénat ampute ainsi chaque année le budget de l'État d'un montant compris entre 2 et 3,5 milliards d'euros qui, je le rappelle, doivent permettre le renforcement des politiques de l'emploi et donc à terme une augmentation des ressources pour notre sécurité sociale. Cette possibilité intervient dans un contexte où l'assurance chômage connaît des excédents structurels liés aux réformes mises en place par notre majorité et la politique du gouvernement. Je déplore également la suppression de l'article 16 portant approbation du rapport annexé qui présente la trajectoire financière des régimes de base et l'ONDAM pour les 4 années à venir. En responsabilité, la Commission a rétabli l'article 43 relatif à l'ONDAM pour 2024, fixé à 254,9 milliards d'euros. Je rappelle que cette ONDAM est en hausse, comme l'a dit Monsieur le ministre, de 3,2% par rapport à l'objectif rectifié 2023, hors dépenses de crise. Cela représente une augmentation de 8 milliards d'euros à champ constant par rapport à 2023 et de plus de 54 milliards d'euros par rapport à 2019. S'agissant de la santé et de la prévention, le Sénat a reporté à 2028, après une phase expérimentale, la mise en œuvre de la réforme du financement des activités MCO, pourtant primordiale, car elle permettra d'assurer un financement plus juste et plus équitable, adapté à nos hôpitaux et notamment pour les maternités. L'article 20 sur les rendez-vous de prévention, dont nous souhaitons la mise en place opérationnelle le plus rapidement possible, a été complexifié. Je ne partage pas non plus plusieurs des modifications proposées à l'article 27 sur la lutte contre les arrêts de travail injustifiés et à l'article 28 sur l'encadrement des téléconsultations. S'agissant de la branche accident du travail maladie professionnelle, je ne peux que m'opposer à la réduction du montant du transfert de la branche AT-MP vers la branche maladie au titre de la sous-déclaration d'1,2 milliard à 1 milliard d'euros. En conclusion, je tiens à saluer le travail de notre commission qui est revenue à la substance du texte retenu par le gouvernement en première lecture, tout en gardant les mesures importantes portées par le Sénat. Je remercierai également le travail des administrateurs de notre Assemblée et de nos collaborateurs qui ont réussi à travailler sur un très grand nombre d'amendements en un temps restreint. Je forme désormais le vœu que notre Assemblée, en responsabilité, prolonge l'esprit de cohérence et d'équilibre qui a présidé à nos travaux hier en commission. Je vous remercie.